Alors, en profitant de l'initiative géniale du président Chavez de la Banque du Sud, l'Équateur a lancé aussi une complémentation dans les cadres théoriques de dispute de la nouvelle architecture, de la phrase de la nouvelle architecture financière originalement proposée par la droite monétariste, l'extrême droite monétariste, comme une critique à la générosité du Fonds monétaire international. L'Équateur a réussi à levanter une autre proposition, un autre rapport entre la finance et la production, et précisément autour des trois piliers. La première, c'est une nouvelle banque de développement et en même temps une banque pour un nouveau type de développement. Et le deuxième pilier, c'est un autre type de réseau de sécurité financière et avec un fonds de stabilisation alternative au Fonds monétaire international qui peut recycler les réserves, les énormes réserves internationales, publiques et privées de toute l'Amérique du Sud pour les verser sur l'investissement productif. Et le troisième, organiquement intégré à les autres deux, c'est la dispute du concept de la monnaie. Une monnaie qui peut retrouver les mécanismes des rapports avec l'économie réelle et précisément en brisant le monopole du dollar et de la réseau bancaire anglo-américain sur la liquidité et la transactionnalité. Et à la fin de 2007, 7 présidents de l'Amérique latine, de la gauche et de la droite, ont signé l'acte fondational de la Banque du Sud, y compris la présence d'un fonds du Sud comme alternative à l'FMI, et aussi la possibilité d'une monnaie commune. Pas une monnaie unique comme dans le cas de l'Europe, mais une monnaie qui peut ouvrir les portes pour une intégration plus profonde. Maintenant, ça marche depuis février 2010 et nous sommes engagés, les pays de l'ALBA, pas encore toute l'Amérique du Sud, et dans les systèmes unitaires de compensation régionale, les systèmes unitaires de règlement local qui s'appelle SUCRE, et que c'est en même temps le nom des procès de l'indépendance latino-américaine. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons déjà en marche les SUCRE qui a d'une manière concurrentielle, pas obligatoire, occupé déjà 35% des transactions entre les pays membres de l'ALBA. Et c'est très prometteur, il s'agit d'une initiative très prometteuse pour le reste du monde. Et même aujourd'hui, c'est les mêmes types de technologies, les mêmes types de dessins que les pays du BRIC ont appelé pour répondre à la crise de l'Ukraine et pour réhabiliter des mécanismes de profondisation commerciale et aujourd'hui menacés par les blocages des pays de l'OTAN. Je crois que ces possibilités des mécanismes de compensation d'échange, de ces mécanismes de récupération de la cohérence de l'économie réelle, se sont absolument appropriés pour relancer un autre type de commerce qui ne dépend pas de l'intermédiation de la grande banque transnationale. Aujourd'hui, le focus central de l'infection financière, de l'infection de l'insolvabilité structurelle, spécialement dans le réseau, anglo-américain, et pas spécifiquement de l'Europe continentale. Et en même temps, il peut retourner à la priorité du commerce plus proche et en relativisant la priorité maintenant du commerce de longue distance et écologiquement insoutenable et avec beaucoup de problèmes autour de la destruction de l'appareil productif et la génération permanente élargie des chômages. Je crois que la possibilité de la récupération graduelle
de la cohérence productive peut être parallèle à la consécution de quelques objectifs stratégiques en la transformation aussi de la matrice productive et vers un horizon de déploiement de la formidable révolution scientifique et technologique maintenant bloquée par l'agenda spéculative qui contrôle la logique d'évaluation et de l'octroiement du crédit à niveau mondial et à niveau régional. Et ça, c'est pourquoi la possibilité de la Banque du Sud devient cruciale pour déclencher un processus de coalition stratégique publique et privée, et régionale et extra-régionale, peut-être la possibilité d'une alliance stratégique avec l'Europe productive, par exemple, pour faire réalité les compromis, l'engagement des pays de cette présidente dans l'acte fondationnel de 2007 autour d'un nouveau concept de souveraineté supranationale qui, en même temps à différence de l'Europe, en même temps a bâti un espace nouveau de décision, de capacité de décision à niveau supranational, régional, va à renforcer les capacités locales et nationales d'agir, sans aucun sacrifice de la politique commerciale, de la politique fiscale, de la politique monétaire, comme dans le cas du traité de Maastricht ici. Alors, la possibilité de s'engager avec la construction de nouvelles capacités productives et stratégiques autour du nouveau paradigme technologique dans l'Amérique du Sud en construisant la possibilité d'une souveraineté continentale en alimentation, la nourriture, et la santé, l'énergie, la production de connaissances et le développement des ressources naturelles, surtout les stratégiques, la possibilité d'une nouvelle organisation sociale de l'espace liée à la construction des marchés domestiques avec l'intégration régionale et avec une connectivité liée par exemple au transport massif, de nouveaux concepts de marlets par exemple, de nouveaux concepts de chemins de fer du siècle 21 peut ouvrir une option d'investissement pour toutes les puissances mondiales, peut ouvrir une possibilité d'inflexion très, très irréversible, au moins pendant les prochaines décennies, pour les capitaux nationaux, régionaux et internationaux. Mais bien sûr, il y a une décennie, a été seulement l'Amérique latine qui a été en train de discuter les concepts et les cadres même du débat mondial autour de la crise financière et des alternatives et de l'organisation économique internationale. Maintenant, la dissidence par tout le monde a une série très séquentielle, très rapide de concrétions opératives, comme ce que vous avez mentionné, les initiatives du BRICS qui engagent les pays avec les populations les plus grandes du monde, excusez-moi, et en même temps, il s'agit des économies avec la dynamique la plus prometteuse du monde. Et si nous pourrions articuler ces potentialités, cet espoir, et je crois que l'option d'un monde multipolaire, la reconstitution des conditions de transactionnalité au dehors du vortice de la crise liée à la spéculation en dérivés financiers et le shadow banking, va donner beaucoup d'oxygène pour l'économie du monde, mais en même temps pour un horizon qui peut stopper l'agenda de chaos, de déstabilisation, de spéculation et de guerre, qui est plus profitable pour quelques secteurs de la oligarchie mondiale, mais qui propose un horizon de longue durée dans le sens des modèles et des dégradations civilisatoire.